Merci beaucoup Arnaud d'abord pour cette invitation et cette possibilité de témoigner. C'est un plaisir d'être le premier d'une longue série, j'imagine. Donc moi je suis Nicolas Perrin, je suis le fondateur de Braze Phoenix et ancien maintenant co-dirigeant de Phoenix, qui est une entreprise sociale de lutte contre le gaspillage qui a développé plusieurs outils contre le gaspillage, en effet, qui est un des fléaux des temps modernes parmi d'autres, mais puisque on sait qu'aujourd'hui, environ 30% de la production mondiale termine dans des poubelles, ce qui est évidemment un énorme gaspillage d'énergie, de temps, d'intrants, et qui finalement, moralement, d'une certaine manière aujourd'hui, n'est plus acceptable. Donc moi, mon parcours, c'est d'abord un parcours international, voire même, on va dire, africain, puisque j'ai commencé ma carrière au sein d'ONG et de collectivités africaines, au Mali, en Mauritanie, au Maroc, pendant une petite dizaine d'années, sur des projets de développement à la fois urbains ou territoriaux. Et où j'ai finalement compris que malheureusement c'était quand même plutôt dans les pays du Nord, dans les pays occidentaux, que étaient encore centrées les possibilités de décision, le pouvoir finalement de changer les choses. Et donc c'est en revenant en Europe que j'ai eu envie de m'impliquer plus sur des thématiques sur lesquelles on était loin d'être exemplaire et sur lesquels on pouvait peut-être donner un autre exemple et permettre à d'autres pays en développement d'éviter les erreurs de surproduction ou de surconsommation que nous avons générées trop facilement depuis une cinquantaine d'années en Europe. Et donc j'avais envie eh bien de m'intéresser à cette question de la lutte contre le gaspillage. Je savais d'expérience d'une vie précédente qu'il y avait beaucoup de produits dormants dans les poubelles des supermarchés. J'ai aussi eu le déplaisir en rentrant en 2013 de constater que le nombre de personnes qui avaient besoin de l'aide alimentaire pour survivre, finalement, avait explosé en France, puisqu'on était déjà à 3,5 millions de personnes en 2013. Pour info, en 2018, on était à 5 millions. Et aujourd'hui, post-Covid, on parle de 8 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire pour la France seulement, c'est-à-dire quand même pratiquement un peu plus de 10% de la population qui a recours à aller dans une banque alimentaire, dans une épicerie sociale, ce qui ne se fait jamais de gaieté de cœur. Et donc agir sur cette thématique me semblait à la fois intéressante pour éveiller les consciences individuelles à la lutte contre le gaspillage, encourager les entreprises à travailler autrement, à être plus efficientes, et aussi agir sur les consommateurs que nous sommes, sur les consommateurs, les citoyens, qui peuvent interpeller les pouvoirs publics, qui peuvent interpeller les producteurs à travailler et à agir autrement. Et donc, je réfléchissais à ces questions-là et à l'occasion d'une lecture dans le magazine de ma banque, qui est, pour ne pas la nommer, le Crédit Coopératif, qui est une banque intéressante, qui correspond mieux à mes valeurs que d'autres, ils évoquaient une société, une jeune société qui venait de se créer en mode Tech for Good sur une plateforme numérique d'échange entre des donateurs et des récepteurs, des bénéficiaires de dons. Qui avait été lancé par Jean Moreau et Baptiste Corval, que j'ai donc contacté. Il s'est trouvé que l'idée, aussi séduisante soit-elle, était un petit peu en avance de phase à ce moment-là, et finalement obtenait des prix et des concours, mais pas encore de résultats concrets. Et en discutant, en avançant, en brainstormant tous ensemble, on s'est rendu compte que eh bien, le numérique était certainement intéressant, mais plus peut-être en backup,
et que la priorité c'était d'aller brancher les tuyaux entre les entreprises et les récepteurs, puisque déjà sortir du lot pour une plateforme numérique avec toute la masse de communication qu'il y a aujourd'hui, ce n'est jamais très simple. Et puis les entreprises ont pas le temps très concrètement d'aller elles-mêmes chercher des solutions pour ces produits-là qui finalement sont parfois plus rapides à jeter qu'à donner. Et donc voilà, donc moi j'ai créé Brace Phoenix en Bretagne, Jean et Baptiste ont créé Phoenix à peu près conjointement à Paris. Et la réussite a été assez rapidement au rendez-vous, le temps d'affûter nos armes et surtout nos arguments, de s'acculturer sur ce monde particulier qu'est la grande distribution avec lequel il fallait discuter, devenir crédible, devenir légitime, faire la preuve du concept finalement. Et assez rapidement, on s'est mis du coup à récupérer des invendus dans des grandes surfaces pour organiser des circuits de distribution vers des associations d'aide alimentaire. Aujourd'hui, cette activité-là, qui est devenue un des pôles de Phoenix, qui est plus large, permet de sauver environ 70 tonnes par jour de produits alimentaires tout à fait comestibles, et donc représente environ 5% à peu près de l'aide alimentaire distribuée chaque jour en France. Donc c'est une grande fierté pour nous de se dire voilà, ces produits-là qui ont coûté si cher à la planète à être produits, aujourd'hui servent à des personnes qui en ont besoin, et on fait notre part du colibri de cette façon-là. Par la suite, on a essayé de développer beaucoup d'autres outils, parce qu'en fait le gaspillage il n'est pas que dans la grande distribution, et même c'est peut-être pas très connu, mais aujourd'hui elle serait plutôt parmi les bons élèves. Le gaspillage qui reste dans les champs est le plus important. Le gaspillage qui est en bout de chaîne chez le consommateur est extrêmement important aussi. On a essayé d'adresser des outils sur la restauration collective. On a notamment appuyé la ville de Rennes à déployer un projet contre le gaspillage dans les écoles primaires qui a donné des résultats, puisqu'on a diminué, la ville a diminué avec notre concours 50% du gaspillage existant sur les plateaux, hein, tout simplement, des enfants. Et donc, on forme aujourd'hui un peu moins nos enfants à gaspiller à l'école, ce qui est quand même une bonne chose. Mais là où on a trouvé un outil, on va dire, scalable et reproductible, c'est plutôt au sein des petits commerces, des boulangeries, des petites épiceries, à travers une application numérique qui s'appelle Phoenix également, et qui permet du coup d'acheter en général à 50% des produits qui étaient sur le point de dépasser leur date limite de consommation, et qui sont ouverts au grand public. Chacun peut télécharger son appli sur son smartphone et du coup bénéficier de tarifs avantageux et en même temps faire une action finalement positive pour les commerçants et pour la planète. Et ça, c'est un outil qui se développe aujourd'hui très, très fort. On a 1 500 000 à peu près utilisateurs en France, et on développe également l'outil dans d'autres pays européens. Et on a réussi également, après beaucoup d'expérience, d'expérimentation, tout ça ne se fait pas aussi facilement et sans échec, à déployer un outil avec les industriels, qui est donc une filiale aujourd'hui de Phoenix qui s'appelle les épiceries Nous, et qui constitue un acte d'achat-revente, mais au sein d'épiceries anti-gaspi, donc les épiceries Nous, et qui sont donc des produits qui ne trouvaient pas preneur parmi le marché classique, ou alors qui avaient une charte fraîcheur de J-25, là où la centrale de distribution attendait du J-27, et l'industriel se retrouve en plan sur les bras avec ces produits-là. Il peut en donner une partie, mais les associations d'aide alimentaire parfois sont saturées aussi de ces produits-là, et donc dans ces cas-là, on rachète la fin de stock et on la revend dans ce réseau d'épiceries Nous qui marche très fort. Aujourd'hui, on ouvre une épicerie par mois, un peu partout en France. J'ai eu l'occasion au sein de Phoenix d'être
représentant, ambassadeur du mouvement Impact France, anciennement mouvement des entrepreneurs sociaux, et donc en Bretagne, qui constituait un réseau constitué d'entreprises qui veulent construire une autre économie, qui revendique le fait de n'être pas seulement attiré par le profit et la rentabilité, mais qui revendique un impact social ou écologique, ou les deux, aussi positif sur le territoire, sur l'environnement, et qui donc essaye d'installer eh bien, un management différent, qui pense leur production autrement, leurs achats autrement, leur système de marketing autrement. Alors bien sûr, on peut pas tout faire en même temps, mais l'ambition finalement de ce mouvement, c'est de devenir une sorte de syndicat patronal alternatif, représentant d'autres entreprises que classiquement, on va dire, les entreprises qu'on trouve peut-être dans d'autres syndicats patronaux que je ne citerai pas, mais que vous avez tous reconnus, et qui avancent eux aussi, bien sûr, sur ces questions de la transition écologique, voire de la transformation écologique, mais qui peut-être rencontrent aussi parfois en interne un peu de frein, un peu de lobby, qui eux n'ont pas tous intérêt à avancer. Sur Brace Phoenix, on a très vite demandé l'agrément ESUS, qui est un agrément qui nous permet, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, qui en fait nous auto-contraint à bien déjà revendiquer une raison d'être, adopter une gouvernance démocratique en interne, mais aussi à limiter les écarts de salaire entre les plus bas et les plus hauts salaires de l'entreprise, qui nous interdisent également de redistribuer des dividendes sans avoir attribué 75% au moins des bénéfices à l'entreprise en réserve ou en investissement. Bon, sur Phoenix, on a jamais redistribué le moindre dividende, mais avoir cette charte éthique en interne a été aussi très important pour pouvoir prouver à tous les nouveaux collaborateurs, à tous ces jeunes qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, sur Phoenix, il y a près de 250 personnes, eh bien, qu'on est en accord avec les valeurs qu'on revendique et qu'on se les applique aussi à nous-mêmes. Et c'est aujourd'hui extrêmement important. Aujourd'hui, il y a des exemples d'entreprises Tech for Good hyper intéressantes, notamment dans la food tech. Celle qui me vient à l'esprit en premier, c'est Yuka, par exemple, que je pense tout le monde connaît aujourd'hui, qui est une application qui permet de noter les produits alimentaires sous différents critères sanitaires, on va dire, principalement. Et l'intérêt, en fait, d'un outil comme ça, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la production industrielle agroalimentaire est obligée de se transformer en lien avec Yuka. Ils sont régulièrement appelés par des grandes marques de l'agro-industrie pour transformer les recettes des produits alimentaires qu'ils proposent au grand public et obtenir une meilleure note sur Yuka parce que le consommateur commence à reprendre du pouvoir grâce à la transparence qui est créée par ce type d'application. Alors là, on a vraiment un exemple très concret, très direct, presque insoupçonné au départ, et bien d'un effet extrêmement vertueux créé par un outil tech relativement simple finalement, mais qui donne le pouvoir aux citoyens, aux consommateurs. Je crois beaucoup moi aujourd'hui à cette démarche. Je pense que chacun a envie de prendre en main ses actes d'achat, ses investissements pour et bien finalement contribuer au monde qu'on a envie de défendre à travers ces actes d'achat. Un autre exemple un peu différent, mais ça va être C'est qui le patron? Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais qui notamment travaille avec des producteurs de lait tout simplement, et qui via uniquement les réseaux sociaux et un marketing en one-to-one, on va dire, sans aucun budget, a fait le principal carton 2019 de l'agroalimentaire français,
en court-circuitant tous les intermédiaires de la production de lait et en redonnant du pouvoir aux producteurs et du coup aussi aux citoyens, consommateurs qui est en lien direct via cet achat avec sa production de lait. Là aussi, un exemple extrêmement concret. Alors, ils sont en train aujourd'hui de décliner, dérouler la bobine sur beaucoup d'aspects, beaucoup de produits, notamment laitiers. C'est hyper intéressant d'utiliser la puissance des réseaux sociaux pour transformer finalement la production agricole. En tant que jeune entrepreneur, j'ai reçu beaucoup d'appui. D'abord, c'est la première chose que j'ai envie de dire, parce que j'ai beaucoup de reconnaissance pour tous les soutiens que j'ai pu obtenir au début, que ce soit des collectivités comme Rennes Métropole ou le conseil départemental qui nous ont apporté des subventions d'amorçage, on va dire, mais aussi des réseaux d'entreprises. On a cité tout à l'heure le mouvement Impact France, mais aussi on peut parler de Réseau Entreprendre Bretagne, avec qui, je dirais, j'ai vraiment appris mon métier d'entrepreneur par des échanges entre pairs, entre entrepreneurs, et accessoirement aussi un prêt d'honneur qui est très important au démarrage. J'ai bénéficié aussi de l'appui de Bretagne Capital Solidaire, du soutien de notre banque, Crédit Coopératif. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée une entreprise en France, contrairement un peu, il me semble, à l'idée reçue, il y a beaucoup de soutien. Et il y a beaucoup de facilité même, je dirais, pour trouver des financements pour au moins l'amorçage. La seconde tranche, c'est un autre débat. Mais pour l'amorçage, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'appui. On peut apprendre ce métier-là après tout. C'est d'abord du bon sens. C'est ce que j'ai envie de dire certainement à beaucoup de jeunes, c'est qu'il n'y a pas d'école absolue pour devenir entrepreneur. Il faut avoir une bonne idée, du bon sens, être curieux, s'intéresser aussi bien à des sujets juridiques, comptables, marketing, commerciaux. Mais finalement, tout ça s'apprend sur le tas. Et donc, ouais, la bonne nouvelle, c'est que quand on travaille pour une entreprise qu'on a créée, on a une énergie insoupçonnée, insoupçonnable même avant, et on le fait avec tellement de cœur et d'entrain que en fait, bien, on se dépasse avec du bon sens et de la curiosité. Tout s'apprend et tout se dépasse. Euh, Quel autre conseil je pourrais donner? Il y en a un. J'ai cru voir désormais aujourd'hui, je suis parrain de plusieurs jeunes entreprises. Euh, Ce serait de ne pas vouloir se mettre un cahier des charges trop compliqué. Je vois des jeunes entrepreneurs à impact qui ont des très grandes idées, mais qui veulent absolument tout réussir en même temps, être exemplaires sur tous les aspects. C'est quand même souvent difficile et moi je pense souvent qu'il faut d'abord prioriser le chiffre d'affaires pour assurer la pérennité de l'entreprise et ainsi on va pouvoir aller cocher toutes les cases de valeur et de fonctionnement qu'on le souhaite derrière à partir du moment où le produit est bien installé. Donc juste ne pas vouloir griller les étapes et prendre les choses par le bon bout. Sur Réseau Entreprendre, tout à fait, il s'agit de Ortusia, qui est une application d'apprentissage du jardinage qui est formidable. Je vous invite tous à aller à vous acheter un kit en ligne et à télécharger l'application, hyper intéressant. Urban Farm, qui produit dans des containers en circuit fermé hydraulique des aromates d'extrêmement bonne qualité qui sont aujourd'hui vendus dans tous les supermarchés autour de Rennes. Et je vous invite à les goûter, ils sont hyper bons, ils sont d'ailleurs utilisés aujourd'hui par des chefs étoilés, c'est plutôt bon signe. Une nouvelle agriculture urbaine. Et la dernière entreprise que j'accompagne s'appelle Digital for Better et travaille sur le numérique responsable. Comment aujourd'hui diminuer notre empreinte carbone numérique
qui, on l'oublie un peu trop, peut être extrêmement importante. Aujourd'hui, envoyer un gros mail chargé d'une photo équivaut grosso modo à faire 500 mètres en bagnole. Et donc, il faut absolument que les entreprises, tout au moins, mais aussi les particuliers, se saisissent de ce numérique responsable. Donc, Digital for Better y travaille. Peut-être un dernier conseil que je vois, c'est que j'ai l'impression que dans la Startup Nation aujourd'hui, il y a une espèce de culture de la levée de fonds obligatoire, de la levée de fonds précoce, je parlerai. Et je vois des entreprises qui se précipitent pour faire une levée de fonds pour aller chercher 150, 200 000 euros. Et sincèrement, il faut se rappeler qu'une levée de fonds, c'est une perte d'indépendance, hein, d'abord. Et que on est plus fort pour aller faire une belle levée de fonds si on a déjà installé un produit, qu'on génère du chiffre d'affaires, qu'on est à l'équilibre. Et si on peut le faire sur de la dette, moi ça me paraît toujours prioritaire. Alors c'est peut-être pas très tendance comme discours, mais voilà, il faut pas oublier que la première levée de fonds, elle coûte pas très cher, la deuxième, elle peut encore se faire. Au bout d'un moment, il reste plus grand-chose pour les fondateurs et la perte d'indépendance, elle peut être beaucoup plus forte. Et il y a même des grands groupes aujourd'hui qui peuvent en faire les frais. Oui, alors c'est vrai que j'ai quitté récemment mes fonctions opérationnelles au sein de Phoenix. Même en portant un projet aussi merveilleux, on peut avoir envie de faire autre chose et d'aborder les problèmes ou les sujets sous un autre angle. Et donc aujourd'hui, j'ai souhaité me tourner peut-être plus vers des angles politiques. Parce que j'ai bien l'impression que l'inertie est encore trop importante sur la façon de faire bouger les pouvoirs publics. Les ressources sont limitées et le temps est tout à fait compté. Et je sais qu'on est très très nombreux à porter ces idées-là, mais voilà, plus on sera nombreux, plus on a de chances que les collectivités, que les pouvoirs publics incitent le monde des entreprises à pivoter encore plus rapidement, incitent les citoyens à pivoter encore plus rapidement, incitent les autres États à, adopter peut-être une taxe sur la finance, par exemple, qui pourrait être attribuée à la transition écologique, par exemple. Voilà, il y a encore des choses à faire, mais il faut les faire rapidement et j'espère être un petit maillon de cette chaîne-là. En tout cas, un grand merci pour avoir répondu à toutes ces questions et bonne chance pour tous ces nouveaux projets. Merci. Merci.